Bonsoir, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du Centre canadien d'études allemandes et européennes et au nom de Deborah Barton, qui est la directrice du centre, mais qui ne peut malheureusement pas être présente ce soir. Moi, je suis Regine Strätling, affiliée à ce centre en tant que professeure invitée de AD. Donc, bienvenue et merci aussi à la librairie Le Port de Tête et à la revue Hors-Champ pour cette belle coopération. Donc, quel est le lien entre le Centre canadien d'études européennes, allemandes et européennes et l'événement qui nous réunit ce soir? Non seulement que Philippe Despois est membre actif de ce centre et ancien directeur du centre, mais aussi que le centre publie la collection Pensée allemande et européenne, et c'est dans cette collection que nous puissions célébrer aujourd'hui une nouvelle publication avec le livre de Philippe sur la bibliothèque Warburg, la KWW, Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, et Philippe propose de comprendre cette bibliothèque comme un laboratoire basé sur des méthodes et des recherches intermédiaires. Philippe m'a demandé de dire un mot sur cette collection Pensée allemande et européenne. Cette collection comprend aujourd'hui 15 volumes dédiés à l'histoire intellectuelle des pays germanophones et avec un accent surtout sur l'univers intellectuel germanique au début du XXe siècle. Donc on trouve dans cette collection des études monographiques et des études collectives, mais aussi un nombre de recueils qui présentent des textes de penseurs allemands importants comme Siegfried Kracauer et Carl Schmitt, avec des textes souvent traduits pour la première fois en français. Philippe co-dirige cette collection et il a déjà enrichi cette collection avec une autre publication, un recueil avec des textes de Raymond Klibanski, un philosophe allemand qui aussi a été un collaborateur de la bibliothèque Warburg et plus tard, après avoir immigré à Montréal, est devenu professeur à McGill. Je m'arrête ici. Donc, j'attends avec impatience le débat. Merci beaucoup. Merci, Regine. Merci. Alors, bonsoir. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Je me présente, je suis Maître Trottier, c'est moi qui animerai la discussion ce soir avec Philippe. Et je tiens à dire que je suis très très honorée d'animer cette discussion. Je le ferai avec une grande humilité puisque l'ouvrage qu'on a, qui paraît en fait ici, est très très exigeant, très impressionnant. Et pour me justifier, un peu, le premier séminaire que j'ai pris, c'était avec Philippe et portait sur Warburg. Et ça a été un moment d'ivresse, de connaissance et aussi de grande structuration. Donc, il y avait les deux pôles qui vont revenir d'ailleurs ce soir. Et voilà, donc avant de commencer tout ça, quelques mots de présentation s'imposent et j'attire votre attention sur les affiches qui sont disséminées un peu partout et qui reprennent la structure en fait en chapitres de l'ouvrage et que vous avez également à l'écran. Donc, quelques mots de présentation sur ton parcours. D'abord, Philippe, tu m'as demandé de faire vite sur ce point, mais quand même, il y a des choses intéressantes à dire. Donc, Philippe, tu as une double formation en sciences dures et sciences humaines. Tu as étudié d'une part les mathématiques et la physique et d'autre part la philosophie.
Tu as fait tes études doctorales à l'HESS à Paris en histoire des idées, suite à quoi tu as eu une habilitation en littérature comparée à la Freie Universität Berlin et tu as enseigné pendant 15 ans en Allemagne. Tu as enseigné également à Montréal, évidemment, on le sait, la littérature comparée. Et tu as dirigé la revue Intermédialité. Tu t'es également occupé du Centre de recherche en intermédialité et les préoccupations intermédiaires donc, sont très, très présentes dans ton livre. Et puis l'an dernier, tu étais professeur invité à la Bibliothèque Warburg de Hambourg. Pas l'an dernier. Ah, pardon. C'était quand? Désolée. C'était il y a 23 ans. Ah, pardon. Pardon. J'ai... Cet écart, pardon. C'était mon dernier semestre en Allemagne. Oui, bon, désolée. Donc, tes recherches sur Warburg sont de longue haleine. Ça fait plusieurs années que tu travailles sur cette figure. Mais justement, ces recherches ont la particularité de s'intéresser moins à la personne, à la figure, au mythe qu'on a forgé aussi autour de Warburg, qu'au réseau que la bibliothèque. La bibliothèque Warburg a mobilisé et a généré et au type de recherche que cette collectivité a produit. Donc, tu t'intéresses à un schème intrinsèquement warburgien qui est la migration des idées, la migration des images, mais également la migration des personnes. Puisque, comme on l'a déjà mentionné, donc, tu as travaillé par exemple sur Raymond Klibanski, donc sur la présence en fait des idées warburgiennes à Montréal à travers Raymond Klibanski. Notamment, donc tu as publié en 2018 avec Gillian Toms l'ouvrage Raymond Klibanski and the Warburg Library Network, Intellectual Peregrinations from Hamburg to London and Montreal. La même année, tu as organisé l'exposition Transmettre une philosophie de la tolérance, la collection Hoffman. Il faut le réveiller. Réveillons-le. Réveillons la technique. Plus tard. Oui. Bon. Voilà. Donc, l'exposition, voilà, Transmettre une philosophie de la tolérance, la collection Hoffman et l'enseignement de Raymond Klibanski à l'Institut d'études médiévales. C'était une exposition qui a eu lieu au Carrefour des sciences de l'Université de Montréal. Et pendant ce travail, cette préparation, tu as même trouvé un tiré à part d'un livre de Warburg dans la collection de livres rares et anciens de l'Université de Montréal, comme quoi Warburg est vraiment actif et présent à Montréal. L'année suivante, tu as coédité avec Georges Leroux l'ouvrage Saturn and Melancholy, donc un ouvrage qui a été coécrit par Klibanski, Raymond Klibanski, Erwin Panofsky et Fritz Zaxel, trois figures clés du network, du réseau Warburg. Et puis en 2020, tu as cette fois coédité avec Martin Tremmel aux éditions de l'INHA les fragments sur Abby Warburg de Gertrude Bing. Donc, c'est la première fois que paraissent les écrits de Gertrude Bing. Gertrude Bing étant une des grandes interlocutrices de Warburg sur laquelle, en fait, peu d'attention avait été apportée jusqu'ici. C'est tout pour la présentation, c'est bon? Donc, ton approche de Warburg, elle est très distincte de celle qu'a, par exemple, privilégiée Georges Didier Huberman, donc un historien de l'art grâce à qui Warburg s'est largement fait connaître dans le monde francophone. Donc, ton Warburg est non seulement un Warburg, mais c'est le réseau des chercheurs qui gravitent autour de lui qui t'intéresse, cette question de la migration des idées, des images. Et puis, un autre point saillant de ton approche, voilà, c'est son intermédialité. Donc, tu portes une grande attention aux supports qui permettent aux idées, aux images de s'incarner, de porter leurs effets, de se spécifier et puis de circuler. Ah, la technique se réveille. C'est la lumière qui... Ouais. Ok. Je me demandais si je devais dire quelques mots sur Warburg lui-même. Philippe me dit que non, que tout le monde sait que Warburg a été interné pendant 6 ans, de 1918 à 1924, et qu'il s'en est sorti, contrairement à Nietzsche. Donc, on va passer pour cette partie. On économisera de précieuses minutes. Donc, je dis quelques mots sur l'ouvrage comme tel, suite à quoi je vais laisser un petit peu la parole à Philippe
qui désirent dire 2-3 mots de remerciement et on entamera les questions. Et vous êtes la bienvenue, en fait, si vous voulez poser des questions, évidemment. Donc, l'ouvrage, la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, la Bibliothèque Warburg, laboratoire de pensée intermédiale, s'éloigne donc de la personne du mythe Warburg pour s'intéresser au projet warburgien que l'on pourrait commencer à définir comme l'invention d'une discipline, en parenthèse sans nom, qui réfléchit la fonction mnésique des images dans l'histoire des cultures. C'est donc la dimension de laboratoire qui te retient, laboratoire incessant qui se transforme, qui émet des dispositifs pour penser et donner à voir cette mémoire des cultures et des images à travers le temps et l'espace. Ton ouvrage a une visée archéologique, soit de reconstruire un faisceau de relations entre les questions posées par Warburg, le contexte académique et le collectif de chercheurs, l'ensemble important des médias mobilisés et les pratiques suscitées autour de la bibliothèque Warburg. L'objectif de ton ouvrage, dans tes mots, étant de reconstituer l'articulation entre les notions nouvelles et les dispositifs, en particulier photographique, pour saisir l'heuristique propre à la dynamique instituée par la Bibliothèque Warburg des sciences de la culture. Tu procèdes par moments particuliers. Il y a une découpe historique, en fait, très articulée dans l'ouvrage. On entame l'ouvrage à partir du voyage en Amérique du Nord qu'effectue Warburg en 1896, donc en terrain Hopi, en culture autochtone. On se déplace ensuite vers ce que tu as appelé la période de gestation, qui correspond aux années de 1902 à 1918, pour ensuite aller vers la période d'institutionnalisation de la bibliothèque, donc qui correspond aux années 1919-1929. Une particularité de ton travail est d'utiliser des matériaux archivistiques inédits, peu scrutés ou pas du tout scrutés et non textuels, qui permettent de plonger et de comprendre le projet warburgien à l'intérieur d'un système d'interprétation de l'image par l'image. On revisite certains concepts avec lesquels on est familier à des degrés divers, que ce soit la pathos formelle, la formule de pathos ou la formule d'affect, en fait, telle que tu l'as traduit. Le Nachleben der Antike, donc la vie posthume de l'antique, mais on se familiarise également avec d'autres concepts, avec un autre vocabulaire, en fait, qui est beaucoup moins connu des approches warburgiennes, et je pense particulièrement à l'utilisation que tu fais au 6e chapitre de mémoire du concept de Urworte de Goethe que Warburg utilise lorsqu'il met en place ses premières grandes séries d'images. C'est un moment pour toi d'examiner l'articulation entre morphologie et histoire. C'est un moment que j'ai trouvé vraiment passionnant, qui m'a appris des choses en fait que je connaissais pas du tout. Et ce qui me semble vraiment remarquable de ton travail, c'est le caractère organique de ton propre appareil d'interprétation qui s'attaque à la machine à penser. La machine à penser étant une expression de Carlo Ginzburg de la bibliothèque Warburg, en établissant une sorte de principe d'horizontalité entre les concepts et la matérialité, ou entre les notions et les différents dispositifs. Donc, dans ton ouvrage, il n'y a pas de prévalence entre idée et matière. Les deux se permettent les uns les autres. Et chaque chapitre porte sur un dispositif précis en tant que ce dispositif est un moment de pensée. Donc, pour le premier chapitre, on parle de l'utilisation que fait Warburg de la photographie. Ensuite, on se dirige vers la mise au point d'un ex-libris et d'un logotype. Ensuite, vers les cartes de migration. Ensuite, vers la conférence-projection et puis l'exposition. Donc, cette stratégie d'organisation de la matière, et là, on peut peut-être réactiver pour vrai la technique. Peut-être, ouais. C'est une bonne idée. La dernière fois. Pardon. Il faut que tu rallumes l'ordinateur aussi. Ah,
C'est la machine là. Ah non, c'est ça, c'est la... Ouais. Excuse-moi. Ah oui, ça marche. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, voilà, sur la fiche, vous avez une reproduction des intitulés des verbes, en fait, qui correspondent à chaque chapitre. Et j'allais dire que, oui, que cette stratégie d'organisation de la recherche de la matière donne un ancrage doublement efficace, puisque ça permet donc de saisir le projet warburgien à partir de ses propres inventions, mais cet ancrage aide également énormément la lecture, la compréhension, en la balisant et en permettant de circuler par étapes et par des études de cas très, très précises à travers un projet extrêmement dense à l'érudition complètement vertigineuse. Et donc, pour chaque chapitre, tu reprends voilà, un verbe d'action qui a à voir avec le grand dénominateur commun de ton approche, qui est en fait de scruter l'utilisation de la photographie. Donc, le rôle de la photographie est très important dans ton approche de Warburg. Tu l'approches à la fois comme dispositif d'archivage, de reproduction, de cartographie, de projection et d'exposition, auquel tu accoles donc un ensemble de gestes. On parle de photographier, reproduire, classer, mettre en série, projeter et exposer. Et donc, l'importance accordée à ces gestes, voilà, elle se trouve dans l'intitulé de chaque chapitre. Donc, nous avons en premier, reproduire les empreintes de pathos. Ensuite, dénommer une bibliothèque. Ensuite, cartographier et mettre en série. Projeter, construire des espaces de voisinage et exposer des séries d'images. Voilà. Donc, je pense que tu voudrais dire peut-être 2-3 mots avant qu'on se lance dans les questions. Merci Maud, tu as déjà presque tout dit. Peut-être quelques remerciements, parce que un livre est toujours le produit d'un travail collectif, même un livre qui est une monographie. Et je voudrais d'abord remercier les étudiants de mon dernier séminaire sur les bibliothèques, ça remonte déjà à 4-5 ans. Tous les collaborateurs et collègues du projet de Warburg Library Network, et en particulier Georges Leroux, Gillian Tom et Ethel Groffier pour son soutien continu. Tous mes relecteurs et relectrices critiques volontaires des chapitres préliminaires de mon livre. Le Centre canadien d'études allemandes européennes pour un soutien également financier. Bien évidemment, les PUM, et en particulier Patrick Poirier, pour avoir su mener la collaboration avec les presses du réel et aboutir à ce volume qui a presque 150 illustrations. Vous tous et toutes qui êtes venus par ce magnifique jour de février. Bien sûr, la librairie Porte de Tête pour son accueil. Et enfin, Maud, toi, pour te prêter à cet exercice qui aurait dû être en fait une projection, et on y tenait beaucoup, sauf que, alors qu'il était très facile pour Warburg, dans son hôpital psychiatrique, de faire une projection de diapositives en 1923, il y a un siècle, aujourd'hui on n'a pas réussi à faire une projection qui fonctionne, alors malheureusement on aura cet écran qui ne passe pas vraiment dans le concept, mais on fera comme si. À tes questions et à vos questions. D'accord. Donc, j'ai pensé que pour entrer dans la discussion, revenir sur ce qui t'a amené à travailler sur Warburg et sur les spécificités de ton approche intermédiaire à partir du premier chapitre était opportun. On va y aller donc graduellement.
Donc, dans ce premier chapitre, tu démontres que l'usage de la photographie durant le périple en Amérique chez les Hopis n'a pas seulement une valeur documentaire ethnographique. Warburg utilise la photographie à des fins plus profondes dans ce que la captation du mouvement révèle de gestuels et d'attitudes, et davantage dans ce que la photographie enregistre la trace d'un affect généré. Donc, ce chapitre s'ouvre sur l'image d'une femme Hopi saisie d'effroi devant la caméra, ce qu'on voit à l'écran, d'une part, ce qui reconduit d'ailleurs à une position coloniale dont tu discutes. Et c'est une gestuelle que tu relis également à l'apostrophé antique, soit le geste de se retourner ou de détourner le regard pour se protéger. Donc d'emblée, aux abords en fait, de l'ouvrage, l'usage de la photographie est, dans ton explication, organiquement lié à la formation du concept de formule d'affect, de pathos formel, un néologisme que Warburg créera pourtant 10 ans presque plus tard, en 1905, lors d'une conférence portant notamment sur une gravure de Dürer. Donc, ma première question, c'est la plus dense, parce qu'elle est triple. Donc, pourquoi Warburg? En quoi l'intermédialité? Et que se passe-t-il avec cette image au regard de la genèse du projet de Warburg? Je tenais beaucoup à ce que le livre s'ouvre sur cette image, parce qu'elle contient en fait, Inucci, tout de la réflexion de Warburg, je crois, sur les images, et qu'elle est encore une image muette, qu'il n'y a pas encore le concept de formule d'affect ou de pathos formel qu'il va développer plus tard, mais que c'est précisément en tant que carré sur un mouvement qui est un mouvement d'effroi et de fuite, elle est précisément une formule de pathos. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que quand Warburg commence à apprendre la photographie, il y a toute une expérimentation qui se fait un jour et qui va le marquer, puisqu'il apprend la photographie quand il va aux États-Unis, donc en 1996, et qu'à partir de ce moment-là, ça devient un des vecteurs les plus importants de son travail. C'est-à-dire que toute la collection d'images et tout le travail qu'il fait sur les images par la suite passe par la reproduction photographique. C'est absolument fondamental. Et ce que j'ai essayé de faire en mettant à la suite cette image de la femme Hopi qui fuit, et par la suite la série des gravures et dessins de la mort d'Orphée, c'est de montrer comment le concept de pathos formel pouvait avoir été créé. Et là, on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire c'est précisément la dimension intermédiaire que je vois avant la lettre chez Warburg. Comme tu l'as dit, pathos formel, c'est un néologisme. Tous les concepts quasiment de Warburg sont des néologismes, ce qui est rien d'étonnant, parce que la langue allemande permet de faire beaucoup de choses. Ce qui me paraît intéressant, c'est que ici on voit le... Non, je pense qu'il faut que tu reviennes encore. Oui, là, je pars de la gravure anonyme de la mort d'Orphée. Et ce qui était intéressant, c'est que Warburg découvre cette gravure, et qui est une gravure italienne des années 1470. Et il essaye d'aller vers l'amont pour trouver les modèles antiques qu'il trouve. Et en fait, il nous propose toute la série des images qui vont mener à cette gravure, qui est très longue. Et cette gravure, c'est le modèle en fait pour un dessin unique de Dürer que l'on voit à la suivante. Et ce qui m'a frappé ici, c'est de voir qu'on est exactement, comme un écho à ce que fera plus tard Benjamin dans son fameux essai sur l'œuvre d'art, c'est qu'ici, la reproduction est avant l'œuvre singulière. Alors ça, c'est absolument fondamental pour comprendre le geste de Warburg, et c'est y compris fondamental dans la façon dont il s'est investi dans la photographie.
Ce que je voudrais souligner ici, c'est que le travail conceptuel n'est pas suffisant pour comprendre ce dispositif qui est celui qui permet de créer en fait quelque chose comme la pathos formel. C'est pour ça que j'appelle ça un concept dispositif. Concept dispositif parce que il y a tout un travail, bien évidemment, qui est un travail plus classique à partir de textes et d'images. Il va mobiliser, Warburg, l'archéologie, qui connaît le concept de Bildformel, de formule d'image. Il va mobiliser la philologie et la science des religions de son maître Usener, qui connaît par exemple le terme de Gebetsformel, donc de formule de prière. Donc, toutes les formules sacrées font partie de cette catégorie. Et également la linguistique, en l'occurrence la linguistique des nouveaux grammairiens, dans la personne de Osthoff, et qui a travaillé sur ce qui semblait être une exception jusque-là aux grammairiens, et dont il fait lui une règle, ce qu'il va appeler le supplétif dans les règles, dans les langues indo-européennes. Qu'est-ce que c'est que le supplétif? C'est quand on veut intensifier, la signification d'un adjectif ou d'un verbe, on va changer la racine en passant au comparatif, en passant au superlatif. Le cas classique, par exemple, c'est l'italien. Si vous dites buono, migliore, ottimo. À chaque fois, vous changez de racine. Et ce qui apparaissait être une exception, pour lui, devient une règle qui est quand il s'agit d'intensifier un affect qu'il catégorise, eh bien on va changer, on va avoir cette formule supplétive. Warburg, en fait, c'est exactement ça qu'il va faire avec la formule de pathos. C'est un terme qu'il invente. C'est un terme qu'on ne trouvait ni chez Burckhardt, ni chez Nietzsche, qui sont ces deux grands maîtres, on va dire. Et si on s'arrête là, on n'est pas encore au bout de ses peines. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer comment le concept dispositif naît lui-même au moment de la conférence, puisqu'il n'apparaît qu'au moment de la conférence de 1905, dans laquelle il propose ce terme. Conférence, par ailleurs, qui n'est pas encore éditée. On n'en connaît que les 5 pages de résumé. Et ça sera probablement le dernier volume des œuvres en allemand à venir. Eh bien, dans quel dispositif apparaît ce terme? Warburg commence par faire... Alors, il prend ses aises, puisqu'on est dans un colloque des philologues allemands. Il prend ses aises. Par chance, il connaît le directeur du musée. Il commence par faire une petite exposition avec des gravures et le dessin original de Dürer, premièrement. Deuxièmement, il fait une grande conférence projection, 50 diapositives. Troisièmement, il distribue aux participants un grand folio dans lequel il y a 3 planches qui sont comme une espèce de résumé structural de son approche. C'est-à-dire que d'emblée, en 1905, quand ce concept apparaît, quand il trouve véritablement son nom, il a mobilisé non seulement l'archéologie, les sciences des religions, la philologie, la linguistique, mais il a mobilisé un triple dispositif d'exposition, de projection, de conférence et de publication de planches. Tout Warburg est là. Et c'est la visibilité du concept ne se fait jour que dans cet ensemble. Donc c'est, disons, une première façon de démontrer la chaîne intermédiaire, on va dire, dans laquelle il travaille, à travers une série de disciplines qui mobilisent à la fois des images et des concepts, bien évidemment, et une série de dispositifs qui permettent de visualiser en série et de manière différente, soit dans la chronologie, soit de manière structurale,
les images qui correspondent à ce concept. Alors ça ira très loin puisqu'on voit ici comment sur la même formule de pathos, il peut pousser, il peut balayer 3000 ans d'âge et pousser jusqu'à la golfeuse, la championne de golf de 1927, qui ne frappe plus sur la tête d'Orphée, mais sur une simple balle de golf. Et donc avec la formule de pathos, on a un premier dispositif de sérialisation. C'est un terme en fait sur lequel tu reviens constamment pour montrer que Warburg fait ses démonstrations à partir donc de séries d'images très très importantes. C'est à la fois, c'est à double sens. C'est à la fois une façon de produire visuellement un objet de recherche, mais c'est aussi à la fois l'objet de la recherche en tant que tel, puisque les pathos, les formules d'affect, on les retrouve en fait sur l'ensemble de ces images-là. Donc c'est vraiment le sujet de la recherche. Et à la fois, Warburg utilise la photographie pour déployer sa démonstration. Il y a toujours ces deux choses-là. Et avec les formules de pathos, donc on a un premier vecteur qui permet de se saisir donc de cette fonction mnésique des images, puisqu'on voit les formules aussi réapparaître, ressurgir au travers du temps, chargées de transmission, donc de gestes captés sur différents supports, d'une image à l'autre. Et au début, ça fonctionne dans ton organisation, en fait, intellectuelle, ça fonctionne plus sur un principe temporel. Et peu à peu, dans ton ouvrage, on se dirige vers d'autres types de vecteurs de transmission qui sont très très larges. Et là, je fais un saut, on reviendra au deuxième chapitre, mais au troisième chapitre, pour rester sur cette idée de sérialisation et de vecteurs de transmission, tu t'intéresses cette fois à un autre type de dispositif, à un autre type de sérialisation, un autre type de vecteur de transmission, donc avec les cartes de migration. Sur lesquels travaille Warburg en 1908, d'ailleurs avec sa femme Marie Warburg qui dessine ces cartes. Donc ces cartes sont assez vertigineuses puisqu'elles retracent les schémas spatio-temporels de la migration des images à travers les figures tutélaires divines de l'astrologie. Et leur passage vers le monde arabe, notamment, c'est une des routes, en fait, que ça prend. Et leur retour vers l'ouest, vers un peu avant la Renaissance. Et donc, il y a vraiment une sorte d'élargissement spatio-temporel qui se produit assez incroyable avec ces cartes. Donc, peux-tu un peu nous expliquer comment fonctionnent ces cartes et quel éclairage, en fait, ces grandes voies migratoires amènent pour la compréhension de la fonction mnésique des images, telle que cette gravure iconique de Dürer, Melancholia Ein, en fait, permet à Warburg surtout de réfléchir. Oui, c'est un point important. Jusqu'à présent, Warburg avait souvent été interprété en dimension, on pourrait dire, temporelle et anachronique de son travail sur les formules de pathos. Il me semble qu'il y a une dimension de recherche spatiale chez lui qui est extrêmement importante et elle traverse en fait tout mon livre à partir au moins du troisième chapitre. Parce que Warburg devait créer des séries d'images extrêmement importantes, il était fondamental pour lui de les ancrer, pas seulement dans le temps, mais de les ancrer dans l'espace, de les ancrer dans un médium. Et très tôt, c'est-à-dire qu'à partir de, comme tu l'as dit, à partir de 1908, chaque texte, chaque image qu'il trouve, qu'il pense être intéressant d'être mis en série, il le place sur ses cartes. Là, sur cette carte, qui est une des premières, vous voyez 3 couleurs différentes qui correspondent à ce qu'il appelle les voies de la restitution humaniste. Mais encore une fois, c'est une carte qui fonctionne sur 3000 ans,
qui part d'Athènes, dont le point central va être Alexandrie, et par la suite ce que deviendra Byzance, et le monde arabe à travers Bagdad, le Beit al-Hikma, qui est aussi une très grande bibliothèque dans laquelle les érudits perses et arabes auront fait la synthèse de tout ce qu'ils connaissent de l'époque hellénistique, tout ce qu'ils connaissent des connaissances, tout ce qu'ils connaissent des théories indiennes. Et ce sont des savoirs qui vont se transmettre avec la poussée arabe jusqu'en Espagne du Sud, et qui vont permettre la transmission vers l'Europe à la fin du Moyen-Âge. Donc ça, c'est un mouvement de transmission extrêmement important. Et Warburg s'intéresse ici, par exemple, au traité de magie astrale, il s'intéresse au manuel pour peintre, il s'intéresse au calendrier populaire, c'est-à-dire toute une nomenclature qui n'avait pas intéressé jusqu'à présent les historiens de l'art et même relativement peu de la culture. Donc son travail empirique est colossal, et c'est pour ça que les cartes sont un moyen extrêmement important d'orientation pour lui, et qu'il conservera jusqu'à la fin de son travail. Ici, bien évidemment, on est dans cette juxtaposition est un raccourci très, très, très succinct, mais pour comprendre comment, chez Dürer, il y a une réinterprétation, d'abord une réactivation et une réinterprétation complète de la mélancolie comme condition de possibilité de ce que va devenir le génie moderne. Il faut avoir retracé toute l'histoire de la médecine depuis l'Antiquité, toute l'histoire donc de la médecine humorale en particulier, toute l'histoire de la cosmologie et de l'astrologie antique et hellénistique, et toute l'histoire de la géométrie et des mathématiques. Donc c'est une reconstruction extrêmement périlleuse, extrêmement longue qui est faite ici, et je pense que on doit à l'école Warburg peut-être d'avoir démontré de manière la plus claire combien la culture européenne aurait été absolument impensable sans le legs de la culture arabe et sa fonction de synthèse, qui a transporté le legs antique de manière déformée, mais néanmoins l'a transporté, et qu'il s'agissait de redécouvrir à la Renaissance à partir de textes abscons ou d'images déformées. Et c'est ce que va être la voie de la restitution humaniste. Et cette image me rappelle aussi quelque chose qui est très présent dans ton interprétation de Warburg, soit le double aspect synchronique et diachronique. C'est quelque chose que tu rappelles en fait souvent, comment par exemple cette coupe synchronique qui est la gravure de Dürer, pour la comprendre à la façon dont Warburg la comprend, il faut donc passer à travers tout ce parcours qui va de l'Antiquité en passant vers le monde arabe et en revenant vers l'Europe. Et ce qu'on a dans l'image, c'est une sorte de condensation de certains symboles qui se sont transformés au fil du temps. Et tu aussi insistes sur le fait que l'espace warburgien n'est pas métaphorique. Il est plutôt métonymique. On va y revenir. Oui, d'accord. Et donc, tout procède plutôt de l'indiciaire. Et c'est, en fait, on pourrait détailler chaque point pour en fait se faire une idée de comment chaque détail procède donc d'un long schéma qui va sur plusieurs milliers d'années, et comment Warburg, en fait, comme un détective, se met sur la piste de toutes les transformations de telle image, de tel symbole, pour expliquer, en fait, pour expliquer sa présence, en fait, sur cette image.
On continue. Cette fois, au 4e chapitre, c'est un chapitre important dans ton ouvrage. Tu te déplaces sur le terrain de cette fameuse conférence de Kreuzlingen. Donc, c'est le moment où Warburg retrouve une santé psychique après un internement à la clinique du Dr Binswanger de 1918 à 1924 et performe lors de cette conférence projection sa rationalité retrouvée. Cette conférence était pendant longtemps connue sous une forme textuelle et sous le titre de Rituel du serpent. En te penchant sur des matériaux d'archives et d'études auxquels personne n'avait porté attention jusqu'ici, tu recrées la dramaturgie de cette conférence projection et démontres qu'elle procède avant tout d'une monstration d'images commentées et non d'un texte illustré. Plus précisément que c'est l'ordre même des images qui active plusieurs strates de remémoration à valeur thérapeutique pour Warburg et peut-être pour nous aussi. Et ce moment de la recherche opère en fait un renversement méthodologique nodal, en fait, ce qui reconduit ce que fait Warburg lui-même, en inversant dramatiquement la hiérarchie prévalant entre texte et image. Donc c'est vraiment à ce moment-là de ton livre, enfin c'est déjà présent, mais c'est à ce moment-là de ton étude qu'on comprend que c'est l'image qui donne à comprendre l'image et qui donne à saisir ce qu'est et fait une anthropologie de l'image, un terme que tu utilises aussi de façon anachronique pour définir ce que fait Warburg. Donc peut-être que tu pourrais revenir sur ce qui se passe à ce moment-ci, sur cette conférence projection, et puis expliciter la relation entre la mise en série d'images, parce qu'on a une autre série d'images, et la dimension thérapeutique qu'elle mobilise en rapport avec cette question de la mémoire. Oui, en fait, c'est l'étude par laquelle j'ai commencé mon livre. C'était le début d'un grand travail de décapage. C'est-à-dire que le rituel du serpent est probablement le texte le plus connu de Warburg. Et en fait, si on gratte un petit peu, ce texte n'existe pas. C'est un texte que l'on connaît dans toutes les éditions étrangères, est un apocryphe. Et il est illustré de toute notre série d'images de celles que Warburg a utilisées. J'ai commencé cette recherche au moment où a été publié le dossier psychiatrique de Warburg et on a pu regarder un petit peu en détail ce qui se passait pendant qu'il était à la clinique. Et on peut rassembler tous les témoignages. Et on s'aperçoit que Warburg, premièrement, n'avait pas le texte que l'on connaît, puisqu'il n'a jamais écrit de texte. Il a dicté un texte à Sachs, à son assistant Sachs, dans les semaines précédentes. Et que Warburg a fait une projection de diapositive, qu'il a posé son manuscrit sur la table, et qu'au bout de quelques minutes, il a arrêté de le regarder et qu'il a absolument improvisé toute la conférence. Alors, pour moi, c'était extrêmement intéressant. Je me suis dit, c'est quand même curieux qu'il y a des bibliothèques entières qui commentent cette œuvre de Warburg qui n'existe pas. La chose importante aussi, c'est qu'il a absolument défendu que tous ces matériaux soient publiés parce qu'il n'a jamais pu les retravailler. Et que cette conférence avait un enjeu capital pour lui. C'était un pari avec son médecin. Si j'arrive à faire ma conférence, alors que vous m'enfermez depuis 4 années dans votre clinique, je peux sortir. Et il a gagné son pari contre les médecins. Donc l'enjeu est absolument colossal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais à l'Institut Warburg, à la bibliothèque, aux archives, et j'ai demandé à voir les diapositives. Et là, je suis tombé sur un grand étonnement. Diapositives, ils ont un peu cherché, oui, bon, non, elles ne sont pas accessibles. Début des années 2000. En fait, je me suis rendu compte que
que ces images n'avaient pas été touchées depuis l'édition apocryphe de Sachs de 1938. Ce sont des diapositives de verre, là je suis probablement le premier à les montrer. Vous avez la première image, on voit qu'il y a un numéro de classement, un numéro 5, il les a montrés déjà une première fois quand il est rentré d'Amérique, il les a montrés une fois devant la Société photographique de Hambourg, elle portait le numéro 7, mais à droite en haut, à la conférence de Kreuzlingen, c'est le numéro 1. Ça m'a pris 10 ans pour mettre la main sur les diapositives. Mais quand j'ai eu les diapositives, entre-temps, j'avais quand même suffisamment fouillé les papiers pour trouver ce qui me semblait être la bonne liste de diapositives. Et à partir de ce moment-là, on pouvait commencer à travailler. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'interpréter la série de diapositives, connaissant le contexte bien évidemment, en tant que série de diapositives, sachant que Warburg n'avait pas dit le texte qu'il avait dicté à Sachs, encore moins celui que nous connaissons. Et je trouvais que ça faisait du sens d'une double manière. Ça faisait du sens au point de vue épistémologique, parce qu'en particulier quand il... Est-ce qu'on a ça? Bon, je vais montrer. Je vais le montrer après. En particulier quand il va passer aux images qui sont des images européennes, donc il va procéder par comparaison culturelle dans le rapport de l'homme au serpent. Et ensuite, elle avait une dimension thérapeutique, parce qu'il s'agit en fait de ce que j'appelle une anamnèse en images. Je vais y revenir. Pour travailler avec ce matériau, il y avait des problèmes, entre autres alors que Warburg avait pu prendre ses photographies dans les années 1895. Aujourd'hui, la communauté Hopi ne veut pas qu'on montre ces images de rituels. Parce que les rituels sont des moments, y compris des moments imagés, qui ne peuvent pas être reproduits, qui ne peuvent être vécus que sur place. C'est-à-dire que les Hopis sont très ouverts, vous pouvez être invité à leur rituel, et entre autres leur danse du serpent, mais ils ne veulent pas que ces images circulent. Donc il a fallu travailler avec ces images, tout en respectant la demande de Hopi. Donc j'ai opté pour cette solution qui était de dessiner sous forme de silhouette, de redessiner sous forme de silhouette les diapositives du moins qui étaient problématiques du point de vue culturel pour les Hopis. Et pour exactement comme on fait dans un procès où on n'a pas le droit de photographier, pour pouvoir travailler sans briser la demande de la communauté Hopi. En même temps, j'ai demandé à un artiste Hopi de pouvoir reproduire à côté une de ses œuvres. Il s'agit de celle que vous voyez ici à droite, de Victor Masayasva, qui montre comment les artistes Hopi travaillent avec exactement les mêmes matériaux. Vous voyez ici le serpent et les plumes qui sont exactement utilisées dans les rituels dont nous parle Warburg. Donc il s'agissait aussi de trouver une forme d'exposition qui fasse acte de l'état des lieux dans les relations des chercheurs avec les communautés autochtones. Ça, c'est extrêmement important et j'y tiens. Donc ça, c'était une difficulté à laquelle il fallait se confronter. Je crois que j'ai trouvé un terme qui, à mon sens, est adéquat. Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé des images que personne n'avait vues. En particulier l'avant-dernière image, qui est absolument décisive, sur laquelle dont j'ai trouvé la trace par le biais de chercheurs japonais. C'était les meilleurs warburgiens à l'époque. Et qui est cette fameuse fresque de la chapelle de Kreuzlingen, sur laquelle culmine sa conférence, et qui nous montre un Moïse au serpent d'airain dans le désert, avec ceci que le Moïse en question tient les tables de la loi.
Donc d'un côté, il tient les tables de la loi où le premier commandement est « tu ne feras pas d'image ». Et de l'autre côté, il montre à son peuple, regardez l'image qu'il faut créer pour être sauvé des serpents. Donc là encore, tout Warburg et tout le paradoxe warburgien est là. Et si on anime, on pourrait dire, les 3 dernières diapositives, qui fait passer en contraste, en opposition avec la façon dont les Hopis utilisaient les serpents dans leur danse, qui était une façon non violente, où le serpent est un symbole positif, et le fameux Laocoon, dans lequel le sacrifice échoue et le serpent va étrangler le prêtre et ses fils. Cette diapositive, ça c'est celle qui est en haut à droite, cette diapositive est suivie de celle d'Asclépios, où au contraire le serpent est tenu à distance par le dieu Asclépios en bout de main, et elle se termine par la figuration de Moïse qui commande au peuple hébreu de regarder le serpent d'airain. C'est-à-dire qu'on a ici, on pourrait dire, la performance de Warburg, et là, il est dans sa psychiatrie accablé par les visions d'horreur. Il s'identifie au Laocoon pris par le serpent. Et ce que font les dernières images de sa série, c'est nous montrer tout simplement la libération du serpent et le geste de monstration qui est celui de Moïse, qui montre les images. C'est-à-dire le Moïse de la fresque et Warburg montrant, faisant sa projection, c'est la même performance. Donc ça, c'est la dimension, pour moi, c'est la véritable dimension thérapeutique. Mais en même temps, il y a une dimension épistémologique, c'est-à-dire que si on met ça en tableau, comme je l'ai fait ici à droite, on voit bien l'opposition d'un côté entre la danse Hopi, qui est une danse d'imitation, et le sacrifice grec, et de l'autre côté, la continuité entre la danse Hopi, c'est-à-dire l'imitation, la métamorphose du dieu Asclépios en serpent et le fait qu'il puisse le tenir à distance, et la figuration qui est celle de Moïse sur la fresque de Kreuzlingen. Là, je pense qu'il y a un élément absolument nouveau et qui transforme en fait le texte de Warburg, qui n'a jamais en fait véritablement dit le texte qu'il a dicté à Saxe, en une sorte de légende de cette série dynamique de diapositives. Donc là encore, je pense que c'est pas la peine d'insister sur la dynamique intermédiaire de ce renversement. C'est pour moi un des moments les plus importants du décapage du mythe Warburg. Et en t'écoutant parler, je me disais aussi, c'est quelque chose que je me suis dit quand je lisais ce chapitre-là. Warburg se sort donc de sa condition, et en même temps il y a quelque chose d'assez délirant dans cette conférence-là, au sens où il y a une réelle liberté d'interprétation de l'image. Donc Warburg utilise des images qu'il avait produites en 1896 lors de son voyage chez les Hopis. Il se souvient à travers ses propres images, il connecte ça à des images européennes, le Laocoon, pour aussi établir un point de passage avec sa propre condition d'accablé. Suite à quoi, il se déplace en fait vers une symbolique cette fois positive du serpent et une prise de distance Par l'image. Par l'image et vis-à-vis aussi du symbole en fait du serpent. Donc tout ça fait sens dans sa tête et dans la nôtre aussi. Mais je me demandais ce que tu
en fait, ce que tu pensais de cette interprétation qui est quand même très, très libre enfin, cette séquence est très, très libre du point de vue de l'interprétation. Plus tard, dans ces autres séries d'images, c'est très rigoureux. Les liens sont très rigoureux. Pourquoi est-ce qu'elle est très libre? Parce que c'est un cas singulier, c'est l'histoire de sa propre personne. C'est aussi la raison pour laquelle il ne voulait pas que ces matériaux soient publiés. Quand je parle d'anamnèse à l'image, ce qui m'a absolument frappé, c'est de voir que toutes les images qu'il montre étaient des images qui étaient ses images. C'était soit des images qu'il avait photographiées lui-même, soit qu'il avait collectionnées lui-même, soit qu'il avait découvertes dans des bibliothèques, à la bibliothèque de Rome en particulier. Et la dernière image qu'il nous montre, c'est celle de la chapelle voisine de l'hôpital psychiatrique, et c'est celle qu'il a demandé à son assistant de faire photographier, etc. C'est-à-dire qu'il a un rapport personnel à chacune de ces images. Et c'est pour ça que je parle d'anamnèse à l'image. Et c'est pour ça qu'il ne considérait pas ça comme un travail scientifique, même s'il y a une dimension heuristique extrêmement importante, qui précisément, et ça c'est ce que je crois, ce que j'espère apporter, c'est qu'on a toujours lu cette conférence en partant d'un texte qui est un texte apocryphe, en disant que en fait, Warburg est dans une téléologie comme tout ce qu'il faisait, tout ce qu'on faisait à l'époque. Et c'est pas vrai. Ce que je montre très précisément, c'est qu'il est dans un comparatisme intégral et qu'il n'y a pas de téléologie. Et ce qui reste aussi de thérapeutique sur notre propre terrain, et ça, enfin, on pourra peut-être en reparler vers la fin de la discussion, mais ce qui m'apparaît très fort aussi, c'est que le geste de relier des images qui peuvent en apparence nous paraître disparates, en fait, est très important et va signer un retour vers la santé. Et ça, je pense que c'est un geste que nous tend Warburg, c'est-à-dire de se positionner et de relier les images et de les interpréter, en fait, de les investir de cette façon-là, plutôt que de se laisser aussi bombarder. Ce qui est une façon de les mettre à distance et de retrouver la lumière apollinienne. Absolument. On va continuer de se déplacer dans le livre. Je fais retour cette fois vers le 2e chapitre pour le réfléchir également avec le 5e chapitre. Donc, c'est 2 chapitres où tu réfléchis à tout ce qui touche la matérialité de l'appareil institutionnel et la collectivité que la bibliothèque sous-tend. Donc, d'une part, tu éclaires comment chaque détail, en partant des ex-libris et du logotype en fait que va travailler Warburg, en allant jusqu'à l'architecture du bâtiment même. Donc, chaque détail est compris à travers la visée du projet de créer un lieu d'étude pour la fonction mnésique des images. Et puis, d'autre part, dans le chapitre 5, donc ces chapitres mettent vraiment bien en évidence et en valeur les interlocuteurs, les interlocutrices principaux de Warburg. Donc, Warburg formait avec Fritz Daxel et Gertrude Bing ce qu'il appelait une troïka. Et tu te penches sur les chercheurs qui ont joué un rôle important pour le déploiement, l'activation des ressources mobilisées. Au 2e chapitre, il est question de la correspondance entre Max Weber et Warburg. Au 5e chapitre, tu parles beaucoup de la présence en fait de Ernst Cassirer, notamment. Et donc, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur comment fonctionnait physiquement et intellectuellement, puisque les deux vont ensemble, ce lieu si singulier qui était la bibliothèque Warburg, qui en fait est construite en vers 1924, 25... 26, pardon. Peut-être d'abord Tu reviens vers... juste un mot sur la dénomination. Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Ça n'a rien d'évident. Bibliothèque des sciences de la culture. Il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce choix. Dans la logique de ce qu'était le contexte de l'époque et de la formation de Warburg, on aurait pu s'attendre à ce qu'il l'appelle, par exemple, dans une certaine tradition, Geisteswissenschaftliche Bibliothek Warburg, c'est-à-dire la bibliothèque des sciences de l'esprit. Au sens de Dilthey, c'est-à-dire c'est toute une tradition philosophique, herméneutique qui aurait été appelée là. Il ne fait pas ça. En tant que
qu'élève de Burckhardt, il aurait pu appeler sa bibliothèque Kulturgeschichtliche Bibliothek Warburg, c'est-à-dire bibliothèque des sciences, d'histoire de la culture. Il ne fait pas ça. Pourquoi les sciences, qu'est-ce que j'ai dit? Histoire de la culture. Pourquoi les sciences de la culture? Ben, c'est très simple, ça se rapporte à un débat très très important à l'époque en Allemagne et qui touche en particulier les nouvelles disciplines empiriques qui sont en train de naître, comme la sociologie historique, comme la linguistique, comme même y compris la musicologie, et dans lequel Warburg veut inscrire son propre projet. C'est cette alternative d'une science de la culture qui n'aurait pas à choisir entre les sciences de l'esprit et les sciences de la nature. Et donc c'est une ouverture pluridisciplinaire, c'est une ouverture empirique, et c'est une proximité avec des disciplines qui sont en train de se créer, en particulier la sociologie historique comparée de Max Weber, dont il est très proche. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, par rapport à ta question, c'est que c'est la création de cette institution, c'est la création d'un espace de pensée, de ce que Warburg appelle un Denkraum, un espace de pensée. Et c'est pas, ce que j'essaie de montrer, que ce n'est pas seulement une métaphore, parce que si on analyse l'architectonique de la bibliothèque qu'il fait construire, on s'aperçoit qu'il y a une dimension absolument fonctionnaliste, qui est celle qu'on voit sur les deux images en haut, avec le partage de la bâtisse en 4 magasins et une salle de lecture. Les 4 magasins vont correspondre exactement à la quadripartition de la bibliothèque selon les termes d'image, d'orientation, de mots et d'action. On va y revenir. Et en même temps, elle a une dimension éminemment symbolique, puisque la forme qui est donnée à la salle de lecture, qui est à la fois salle de lecture, salle de séminaire, salle de conférence, de projection, salle d'exposition, est l'ellipse qui se rapporte à la cosmologie de Kepler. Ça, c'est la dimension symbolique fondamentale. Ensuite, il y a tout le système de voisinage qui va être développé dans chacune des catégories. Peut-être je montre ici la structure de la photothèque qui utilise exactement la même catégorisation que celle de la bibliothèque, c'est-à-dire image, orientation, mot, action, et qui définit ici l'image comme un nœud de relation de l'image à elle-même, de l'image à l'orientation. L'orientation, ça veut dire orientation religieuse, cosmologique, scientifique, de l'image au mot, bien évidemment, et de l'image à l'action. Ça peut être le rituel, ça peut être le théâtre, etc. Donc ça, c'est absolument fondamental pour comprendre comment cette bibliothèque fonctionne comme une machine à penser et qui va travailler de manière absolument, non seulement avec les dispositifs que j'ai évoqués, mais de manière absolument collective. Donc nous avons une direction qui est une direction collective avec Fritz Axel, qui est un spécialiste des manuscrits astrologiques, avec Gertrude Bing, la plus jeune assistante, qui a fait ses études auprès de Cassirer, qui est une philosophe et littéraire. On voit déjà l'interdisciplinarité. Bien évidemment, la place extrêmement importante qu'a tenue Franz Boll, qui est mort très très tôt, qui était le spécialiste, qui était le philologue spécialiste de l'histoire de l'astrologie. Et le philosophe Ernst Cassirer, qui, dans ces années-là, on le sait, est en train d'écrire sa philosophie des formes symboliques, ses travaux les plus importants. C'est d'ailleurs très certainement Warburg qui a poussé Cassirer à utiliser lui-même le terme de Kulturwissenschaft
dans son propre travail. Et à cela, il faut rajouter l'historien de l'art Panofsky qui vient à Hambourg à ce moment-là, et puis la plus jeune génération avec Edgar Windt, Raymond Klibanski, etc. Donc on a ici une pléiade d'érudits. Je passe ici, on n'a pas le temps d'expliciter pourquoi c'est une communauté de savants, essentiellement de savants juifs. Ça correspond à une réaction à l'ostratisation, enfin la marginalisation dont ils avaient été l'objet à la génération précédente dans les institutions allemandes. Donc ils trouvent une liberté dans la bibliothèque Warburg. Et tout le travail se fait de manière collective, c'est-à-dire c'est un travail de séminaire, c'est un travail de conférence avec invitation, c'est un travail de publications, qui sont des publications collectives. Et tout ça a lieu dans cet espace de pensée qu'est la bibliothèque. Et donc c'est le Denkraum, l'espace de pensée, c'est à la fois une métaphore et à la fois, bien évidemment, le dispositif complexe de la bibliothèque, sans lequel toute la conceptualité warburgienne et tout son projet est incompréhensible, à mon sens. Et donc la bibliothèque aussi, dans ce classement par bon voisinage, pré-problématisait déjà les questions de la mémoire, puisqu'on pouvait circuler et en fait aussi propulsait les questions, puisqu'on pouvait circuler et on peut encore un peu faire cette expérience-là quand on va aussi à l'Institut Warburg à Londres, qui à l'heure actuelle, donc quand on circule, on passe d'un ouvrage à l'autre et un ouvrage, en fait, l'ouvrage interpelle le suivant de façon en fait à filer les indices laissés d'un livre à l'autre. Et dans des ouvrages comme Saturne et la mélancolie, par exemple, il me semble qu'on avait discuté aussi du fait que en fait, ces ouvrages-là ne peuvent pas exister sans la structure et sans ce classement par voisinage de la bibliothèque Warburg. Donc, peut-être que tu peux expliciter aussi le lien entre les problématisations à l'œuvre dans les ouvrages et cette question de classement. Le point de départ de Warburg et le point de départ opposé de ce bibliothécaire aujourd'hui, c'est de dire que le lecteur ne sait pas le livre, ne connaît pas le livre qui va être décisif pour sa recherche. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut lui suggérer des aires de voisinage et qui va peut-être lui permettre de tomber sur le bon livre. Pour aller très très vite, on peut dire que c'est un classement de type topologique. Là encore, l'espace joue, le livre, l'ouvrage, la thématique est toujours ramenée à un lieu, un espace, une période et aussi un médium. C'est très 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 important. Et j'ai perdu le fil de la question. Ma question, c'était, en fait, peut-être que je suis ambitieuse aussi. Le oui. temps passe aussi. C'est ambitieux parce qu'il faut aller très très dans le détail pour parler de cette question des voisinages. Mais pourquoi j'ai repris ce motto de Ginsburg, la bibliothèque comme machine à penser, c'est que dans l'article dans lequel il nous propose cette formule, il explique que son œuvre n'aurait pas été possible sans ce système de voisinage qui était celle de la bibliothèque Warburg. Tout simplement parce que c'est ce qui lui a permis de faire dans le matériau le saut de l'Italie vers les régions transalpines. Pour donner un exemple très très clair, c'est la réalisation du vœu de Warburg au sens le plus clair du terme. Mais
la question du voisinage, je ne suis pas sûr qu'on puisse la traiter en 2 minutes. D'accord. Passons à une autre question qu'on ne pourra pas traiter en 2 minutes non plus. Je vais ouvrir ensuite vers l'audience, si vous avez des questions, des commentaires. Mais il fallait bien sûr parler de la dernière partie de ton livre. Donc, dans les 6e et 7e chapitres, tu te penches cette fois sur cet autre dispositif qui sont les séries d'images. Donc, à partir de 1927, Warburg travaille sur ce qu'il appelle les Bilderreihen, donc les séries d'images, avant de se mettre au travail de l'Atlas Mnemosyne. Donc, on a insisté sur le fait au cours de cette discussion que l'espace prend de plus en plus de place dans ton livre au fur et à mesure qu'on avance. Là, tu nous as parlé du Denkraum, de l'espace de pensée. Il y a un autre concept qui est très important pour toi, c'est le Zwischenraum, qu'on traduisait, on traduisait plutôt par intervalle, et toi, tu proposes espace intermédiaire. Et ce concept me semble important pour comprendre ce qui se produit dans ce dispositif d'exposition, qui est aussi une autre mise en espace de l'image. Donc peut-être pour ouvrir, je sais que c'est très ambitieux aussi, mais introduire en fait ces séries d'images qui vont mener vers le travail de l'Atlas, et c'est ce que tu mets en place aussi dans ton livre. L'Atlas, en fait, est précédé par cet important travail collectif aussi sur des expositions, sur des formes d'exposition, et donc sur ce concept d'espace intermédiaire. Peut-être pour aller un peu vite et expliciter, à partir du moment où il revient à Hambourg, où il fait construire sa bibliothèque, Warburg va laisser plutôt de côté les projections, il va continuer à en faire, mais pour passer à un autre dispositif qui est le dispositif d'exposition. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une succession dans le temps des images, on va avoir une spatialisation des images sur des grandes planches qui vont permettre de multiplier les relations qui deviennent visibles entre les images. Tu as pointé le fait que l'Atlas Mnemosyne était précédé par une série d'expositions, que j'en ai étudié un certain nombre. J'irai plus loin. Là, je fais un travail de décapage qui est du même ordre que celui que j'ai fait avec le dit rituel du serpent, qui n'existe pas. Je dirais que l'Atlas Mnemosyne n'existe pas. Au sens que ce que nous avons, c'est tout simplement une documentation photographique d'une exposition qui n'a jamais été terminée. Parce que l'Atlas Mnemosyne, le dit Atlas Mnemosyne, n'a jamais existé autrement que sous forme d'exposition partielle, 10 par 10 ou 12 par 12 planches dans la bibliothèque Warburg, parce qu'elle n'en contenait pas plus. Et on a découvert le projet de l'Atlas Mnemosyne pour la première fois lors de son reenactment, je pourrais dire, à Berlin il y a 2 ans ou 3 ans, où on a reconstitué l'ensemble des planches à partir de tous les matériaux qui ont été retrouvés à la bibliothèque Warburg. Et pour la première fois, on a vu quelque chose. Et on a vu que précisément que le projet Mnemosyne, donc, qui avait été précédé par une douzaine d'expositions auparavant, donc on voit très très bien la continuité, ne peut pas prendre la forme livre, telle qu'on le connaît, parce que si livre il y avait eu, cela aurait supposé que l'on refasse complètement la mise en page des planches. Ce que, alors je peux vous en montrer, voilà des planches des expositions précédentes, voilà une planche de Mnemosyne. D'ailleurs c'est complètement faux qu'elles étaient en noir et blanc, puisque vous voyez qu'il y a de la couleur dans la reconstitution. J'ai encore perdu le fil. On parlait, je te demandais peut-être de revenir sur ce concept de Zwischenraum, espace intermédiaire, avec le travail d'exposition. Oui, exposition, c'est ça que je voulais dire, c'est que
dans la dynamique, on pourrait dire, du commentaire de parcours pluriel de ces expositions qu'apparaît toute la dimension qui est contenue dans Mnemosyne, puisqu'il n'y a pas non plus de texte. Il y a trois fragments qui ont été dictés à Bing qui n'auraient pas dû non plus être publiés, et qui introduit de manière très très puissante ce concept d'espace intermédiaire entre l'homme et le monde. Et pour moi, c'est le couronnement, on pourrait dire, de tout le travail que fait Warburg sur l'espace, puisqu'il y a 3 sortes d'espace chez lui. Il y a ce qu'il appelle le Andachtsraum, l'espace de dévotion religieux. Il y a l'espace de pensée, qui va être symbolisé par la géométrie, par exemple par l'ellipse. Il y a le Denkraum, donc. Et puis il y a le Zwischenraum, il y a l'espace intermédiaire, qui dessine d'abord une polarité entre l'image rituelle et l'image géométrique. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important que Warburg intègre les images géométriques à sa réflexion. Par exemple, ça diffère beaucoup de ce que l'on connaît aujourd'hui avec l'anthropologie de la figuration de Philippe Descola. Ça distingue complètement le type de travail qu'il fait sur les images. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que cet espace intermédiaire, c'est un lieu de tension où l'image apparaît comme un nœud de relation, qui sont des tensions, qui sont nœuds de relation qui s'organisent autour d'une polarité précisément religieuse, scientifique, une morphologie, ou on pourrait même presque dire une morphologie et une syntaxe, et une médialité historique. Et c'est simplement dans l'ensemble de ces 3 nœuds que les images, que la dynamique du projet de Warburg devient, à mon sens, devient claire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, de manière anachronique, j'ai dit oui, c'est une anthropologie visuelle au sens de ce que l'on verra plus tard. J'ai dans les études photographiques sur le caractère baliné de Margaret Mead, par exemple, et de Gregory Bateson, plus tard chez un anthropologue italien comme De Martino, ou même chez un cinéaste comme Jean Rouch. C'est-à-dire que c'est le lieu d'une pensée qui fait de l'image le moment d'exposition et le moment d'investigation de la recherche. Et cela ne se peut que par la création de ces séries, de ce mode d'exposition qui permet de multiplier les types de relations entre les images. Et tout ça, c'est bien évidemment sous-tendu par la reproduction photographique. En gros, ce que fait Warburg avec ce dispositif, c'est ce qu'ont fait les grammairiens, les premiers grammairiens avec l'écriture. Imaginez un Platon sans écriture, impossible. Un Warburg sans photographie, impossible. L'écriture est la condition de possibilité du concept chez Platon, malgré la polémique. La photographie est la condition de possibilité et tous les dispositifs qu'il emploie de la pensée de l'image dynamique chez Warburg. On va s'arrêter ici. On m'a fait un signe de cesser les débats. Je ne sais pas si on a quand même peut-être 5 minutes pour voir s'il y a quelques questions ou non, pas trop. On peut en discuter aussi entre nous. C'est mieux, oui. Je pense que... Discuter avec un verre à la main. Un verre à la main, voilà. Alors, faire ça. Mais merci À vos beaucoup. verres. Merci beaucoup, Merci Philippe. pour la patience.